Il faut que tu remettes le slide, tu n'es pas sur le bon Bon- slide. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première webconférence du MOOC sur le myélome multiple de la F3M, l'Association française des malades du myélome multiple. Et nous sommes très heureux de vous retrouver toujours aussi nombreux, fidèles parmi les fidèles, et aussi, et c'est véritablement une grande satisfaction, eh bien, de nouvelles personnes se joignent à nous, que vous soyez malade, que vous soyez proche, aidant, et que vous soyez également professionnel de santé. Alors, comme il est de coutume, et cela fait toujours aussi plaisir de voir la variété géographique des participants, eh bien, vous pouvez utiliser le bouton que certains utilisent déjà, le bouton du chat, voilà, pour nous saluer. Depuis Sedan, Rennes, Rennes, une ville qui sera chère à l'un de nos intervenants, mais aussi Lunéville, du Havre, de Bordeaux et d'ailleurs. Alors, ce chat vous permet bien sûr de passer quelques messages, quelques avis. Et puis, vous avez un onglet à côté qui est l'onglet questions. Et cet onglet questions, eh bien, il vous permet de vous adresser directement par vos questions aux intervenants que nous présenterons dans un instant. Voilà. Donc, nous vous remercions par avance de bien vouloir séparer ces deux aspects, le chat pour les commentaires personnels, les bonjours, les échanges entre vous, des questions, ce qui nous facilitera du point de vue de la modération les choses et permettra de bien poser des questions aux intervenants. Voilà. Merci encore à toutes et à tous de vos messages et de cette chaleur humaine qui se dégage non seulement de vos messages, mais on y reviendra tout à l'heure, du MOOC. Nous avons eh bien plusieurs intervenants. Olivier Decaux, le professeur Olivier Decaux du CHU de Rennes, qui eh bien nous fait l'honneur et l'amitié de répondre toujours présent et d'être disponible, de se rendre disponible, a fortiori dans un contexte que vous connaissez tous. Donc un grand merci également au docteur Cyril Touzeau, qui est hématologue à Nantes. Et puis, eh bien, celui qui est à l'initiative de cette belle aventure du MOOC, Bernard Delcourt, qui nous fait l'amitié eh bien de modérer et puis qui nous donnera aussi des nouvelles du MOOC et puis de vos interventions multiples. Et quant à moi, eh bien, en monsieur loyal, j'ai le plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, cette webconférence, eh bien, elle est teintée à la fois du parcours pédagogique que vous suivez, et c'est le premier module, celui qui concerne, si je puis dire, la connaissance, qu'est-ce que le myélome, la meilleure compréhension, et puis teinté, disais-je, d'un autre aspect qui est celui du confinement, ou plutôt des perspectives, comme on le voit, et avec l'introduction qui a été faite cet après-midi, l'intervention du Premier ministre sur les perspectives de déconfinement. Et nous savons que beaucoup d'entre vous, bien sûr, se posent des questions sur ce qu'il est possible de faire. Et donc, notre propos sera structuré en deux étapes, bien évidemment sur la présentation du myélome multiple, sa meilleure compréhension, les symptômes, les examens, etc. Et puis, myélome multiple et Covid-19, et bien sûr, une large place sera consacrée à vos questions, tant aux questions qui ont été posées préalablement au MOOC, qu'aux nouvelles questions que vous n'hésitez pas à poser. Et je vois que vous commencez à les poser sur le volet questions et je vous en remercie. Voilà. Un rappel qui est effectivement nécessaire, vous le savez, les intervenants traiteront bien sûr des questions à portée générale et ils le rappelleront tout à l'heure, il ne s'agit pas d'effectuer une consultation à distance, bien sûr. Et puis un autre rappel qui est celui-ci beaucoup plus logistique, beaucoup plus pratique. Vous le savez, le MOOC est ouvert et il est ouvert depuis le 16 avril et puis eh bien, il va se poursuivre jusqu'au 14 juin. Voilà, donc vous avez encore le temps. Nous vous invitons néanmoins à terminer les modules les uns après les autres. Et puis le deuxième module, celui sur les traitements, va ouvrir le 30 avril. Nous savons qu'il est particulièrement apprécié et qu'il a toute son importance, à la fois sur les traitements actuels et puis bien évidemment
sur les traitements futurs, puisque ce sont des sujets qui vous occupent et qui vous préoccupent parfois. Voilà, je vais passer la parole à Bernard Delcourt sur la thématique des actualités de cette 6e session. Et oui, c'est la 6e session du MOOC. Donc Bernard, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier Olivier Decaux et Cyril Touzeau pour leur participation ce soir. Pour moi, et je dirais pour Pierre Fertile, qui me seconde très fortement, et puis pour les 18 auditeurs, c'est une grande satisfaction de voir que nous avons pour cette session de 278 participants, donc en très hausse sensible par rapport à la dernière session, en plus 35%. C'est aussi, j'ai passé ma matinée à parcourir tous vos contributions, tous vos commentaires, et j'ai pu constater que bien évidemment nous accueillons dans cette session des nouveaux participants qui sont entrants dans la maladie, mais aussi des revenants, des gens qui apprécient ce temps de formation et ce temps d'échange. Voilà. Des revenants aussi qui reviennent parce qu'ils sont confrontés à une rechute de la maladie. J'ai aussi fait un constat, le MOOC n'est pas confiné, hein, il est possible de se déplacer en participant au MOOC dans les pays limitrophes de langue française, hein, et c'est pour moi une satisfaction de saluer particulièrement nos amis belges, nos amis canadiens, nos amis du Maghreb et d'Afrique francophone, hein, voilà, qui sont présents sur ce MOOC. Voilà. C'est aussi, je dirais, une session qui n'est pas ordinaire, hein. On sent bien qu'au travers de tous vos contributions, vos témoignages, la période de confinement qu'on est tous en train de vivre n'est pas neutre, hein. Elle n'est pas neutre dans le sens où elle vous suscite de votre part un certain nombre de questions qu'on pourra aborder en deuxième partie de ces webconf, mais aussi j'ai beaucoup apprécié les petits clins d'œil, plein d'humour de certains de vos témoignages. Comme je suis quelqu'un qui apprécie une bonne bouteille de vin, quelqu'un a dit, mais pour moi, cette période de confinement, c'est un peu comme élever du vin. Plus on le confine longtemps, meilleur il est. Donc, en disant, au travers de cette période de confinement, on a appris à vivre autrement. Bien évidemment, on aimerait pouvoir retrouver une vie sociale, on aimerait pouvoir visiter nos enfants, nos petits-enfants lorsqu'on en a, mais voilà, on a découvert des choses qui sont bonnes pour nous à vivre au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Hein. Hervé l'a rappelé, hein, donc une invitation pour ceux qui n'ont pas terminé le module 1, mais il restera ouvert jusqu'à la fin du MOOC, donc mi-juin. Mais dès jeudi prochain, donc le 30 avril, le module 2 qui va aborder plus donc les traitements du myélome, hein, va être ouvert. Voilà. Eh bien, écoutez, je laisse la parole à Olivier Decaux et à Cyril Touzeau. Bien, merci Bernard. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter en quelques diapositives la maladie et puis bien sûr, après, on répondra à vos questions. Alors, la première des choses, c'est que le myélome, comme vous le savez, est une maladie maligne de la moelle osseuse. Alors, la moelle osseuse, c'est à l'intérieur des os et c'est ce que j'appellerais l'usine à globules. C'est là que sont fabriqués tous nos globules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et donc, c'est de là que viennent tous nos globules. Et dans cette moelle osseuse, il y a des cellules il y a plein de cellules différentes. Il y a notamment différents types de globules blancs. Et quand on parle de myélome, c'est un type de globule blanc qui devient malin, qui devient cancéreux. Et ce type de globule blanc qui est impliqué dans le myélome, c'est ce qu'on appelle les plasmocytes. Alors, le nom est un peu barbare, comme souvent en médecine. Et ces globules blancs, leur spécialité, c'est de fabriquer des anticorps. Et on va voir tout à l'heure que les anticorps sont importants dans le suivi de la maladie. Donc, à gauche de la diapositive, vous avez une photo d'un plasmocyte, peu importe, mais la fonction principale de cette cellule, lorsqu'elle est normale, c'est de fabriquer des anticorps. Et les anticorps, c'est quoi? C'est des protéines qui vont aller se coller sur les bactéries ou les virus pour nous aider à les détruire. En gros, un anticorps, c'est comme une gommette qui va aller se coller sur un virus, sur une bactérie. Et quand il y a une gommette sur un virus, une bactérie, nos autres globules blancs sont capables de dire c'est un danger, je vais le détruire. Et on parle beaucoup de l'immunité acquise, des anticorps dans le Covid. Ben, ce qu'on espère, c'est que les patients qui sont en contact avec le Covid vont finalement développer des anticorps pour l'éliminer et qu'après, ils seront bien sûr protégés. Donc, les anticorps nous protègent et quand on se vaccine, on fait fabriquer à notre corps des anticorps pour se protéger contre la grippe, le tétanos et d'autres maladies.
Donc ces cellules, leur fonction normale, c'est de fabriquer des anticorps et malheureusement, elles peuvent devenir malignes. Et quand elles sont malignes, elles se mettent, comme toutes les cellules malignes, à fabriquer à se multiplier, à devenir immortelles. Et elles se manifestent notamment par la production d'un excès d'anticorps. Alors, vous savez que dans le myélome, il y a un examen qui est très important qui s'appelle l'électrophorèse des protéines. Alors cette électrophorèse, malheureusement, vous ne pouvez pas voir ma flèche, mais c'est globalement un examen. On prend le sang des patients, on le fait passer dans une machine qui sépare les grosses protéines des petites protéines. Et il y a un dessin qui représente la quantité des différentes protéines. Donc plus le dessin, plus l'anomalie, plus la protéine est importante et plus le dessin monte haut. Donc à gauche, il y a un pic qui est totalement normal qui s'appelle l'albumine. C'est la protéine la plus importante du corps humain. C'est une brique importante de toutes nos cellules et de tout notre corps. Et puis après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la zone qu'on appelle les gamma-globulines parce que c'est la zone où migrent les anticorps. Et normalement, quand tout va bien, on a plein de plasmocytes, donc plein de globules blancs qui fabriquent plein d'anticorps différents, puisque chaque plasmocyte va fabriquer un type d'anticorps. Et comme ces anticorps ont des formes, des tailles différentes, ils se répartissent de façon homogène. Et donc, au niveau de ce qu'on appelle les gamma-globulines, vous avez ce que les médecins appellent un dôme, c'est-à-dire des anticorps qui se répartissent de façon totalement homogène. Et puis, quand il y a un myélome, il y a donc une cellule plasmocytaire qui va devenir tumorale. Si elle devient tumorale, maligne, cancéreuse, elle va se multiplier, elle va produire plein de clones, c'est-à-dire la même cellule reproduite des milliers de fois à l'identique. Et comme c'est la même cellule qui devient de plus en plus importante, elle fabrique le même anticorps. Et cet anticorps, il va se voir à l'électrophorèse des protéines, puisque la quantité de protéines d'anticorps va devenir, il y a un anticorps qui va devenir clonal, c'est-à-dire qui va devenir représenter des millions de fois, comparé aux autres qui vont rester en quantité normale. Et j'ai représenté ici cet anticorps qui, comme il a la même forme et le même poids, va se migrer au même endroit dans l'électrophorèse des protéines et être bloqué au même endroit dans la machine. Et c'est ce qu'on voit sous la forme d'un pic dans la zone des gamma-globulines, donc ce qui est représenté à droite. Alors, ça, c'est un élément important parce qu'on verra que c'est un élément très important pour dépister la maladie, pour la diagnostiquer et pour suivre la réponse au traitement, puisque finalement, la quantité de la protéine va être proportionnelle à la quantité de cellules qu'il y a dans la moelle. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais le pic ne doit pas être comparé entre les patients. Ce qui compte, c'est l'évolution pour un patient donné de la quantité de protéines au départ et de voir comment elle évolue avec le traitement. Donc ça, c'était le premier point. Donc les cellules tumorales dans le myélome, c'est ces plasmocytes qui sont des globules blancs qui fabriquent l'anticorps. Et quand une cellule devient maligne, elle se reproduit des milliers de fois. Elle se met à fabriquer un anticorps monoclonal, le même anticorps des milliers de fois. Et ça se voit sur cet examen qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. Après, si on rentre dans le détail des symptômes de la maladie. Donc à gauche, il y a un dessin de moelle normale. Dans la moelle normale, donc il y a plein de globules qui sont en cours de fabrication notamment, avec la fabrication des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs. Et quand il y a un myélome, les mauvaises cellules, les plasmocytes prennent de la place. Et comme la moelle, vous imaginez que dans l'os, c'est un espace fermé, quand il y a plein de cellules anormales, la vraie moelle a du mal à travailler et elle n'arrive plus à fabriquer correctement les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et on peut voir notamment une anémie, une baisse des globules rouges qui peut être révélatrice du myélome. C'est une des complications. Tous les patients n'ont pas cette complication, mais c'est une des complications possibles. Et puis, il y a une autre complication qui nous embête beaucoup dans le myélome, c'est que je vous ai dit, donc les plasmocytes fabriquent un anticorps. Donc l'anticorps, c'est la cellule qui est représentée en forme de, la protéine, pardon, qui est représentée en forme de Y. Et cette protéine anticorps, elle est constituée en fait de 4 briques, des grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et des petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Donc il y a 2 grosses briques de chaînes lourdes et 2 petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Les chaînes légères, on les appelle kappa ou lambda. Et en fait, ces chaînes légères peuvent être aussi fabriquées en excès par les cellules du myélome multiple. Et ces chaînes légères, elles sont importantes parce que elles sont tellement petites qu'elles vont passer dans les urines. Le rein, c'est une sorte de filtre. Et normalement, les grosses protéines ne passent pas dans le filtre du rein, donc on les retrouve pas dans les urines. Et ces chaînes légères, ces petits fragments d'anticorps, ils sont tellement petits qu'ils passent dans les urines. Alors ça, c'est une représentation très très schématique d'une partie de rein. Et en fait, quand ces protéines passent dans les urines, elles peuvent, au bout d'un moment, bloquer les petits tubules, les petits tuyaux des reins et donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. C'est-à-dire qu'elles passent dans les urines et ça fait un petit peu comme des grains de sable dans un tuyau. Si vous mettez plein de grains de sable, les grains de sable vont boucher le tuyau et ça va boucher les petits tuyaux des reins et ça va donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Donc ça se voit sur une prise de sang qu'on appelle la créatinine. Et certains patients, malheureusement, révèlent leur myélome avec une insuffisance rénale très sévère qui parfois les conduit à la dialyse. Donc l'insuffisance rénale, le mauvais fonctionnement des reins dans le myélome, il est lié à ces petits fragments d'anticorps qui passent dans les urines et qui peuvent bloquer les tuyaux des reins. C'est pour ça qu'on embête beaucoup les patients à analyser les urines parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans les urines. Une autre complication de la maladie qui nous embête beaucoup, c'est les lésions osseuses. Alors,
le myélome n'est pas en tant que tel un cancer des os, puisque l'os en lui-même n'est pas malade. Les cellules malades, c'est les globules blancs qu'on appelle des plasmocytes. Mais il se trouve que ces plasmocytes ont la mauvaise idée de dérégler l'os. Notre os, nos os sont des organismes vivants, avec des cellules qui en fabriquent, des cellules qui en détruisent, et tous les jours, on a des cellules qui fabriquent de l'os et d'autres cellules qui en détruisent. Et les plasmocytes tumoraux, les cellules de myélome, vont déséquilibrer cet équilibre entre formation d'os et résorption d'os. Et donc, les cellules qui détruisent de l'os vont être accélérées alors qu'on va ralentir la formation de l'os. Et ça va se manifester chez certains patients, pas chez tous les patients, avec des lésions osseuses qu'on voit bien en haut à droite sur un numérus, donc un os du bras. On voit dans la partie basse ce qu'on appelle un trou, une lésion lytique, qui est liée au myélome. Dans la partie basse à gauche, vous voyez une vertèbre normale, et dans l'image du milieu, une vertèbre avec un trou au milieu qui est une lésion lytique de myélome. Alors, ces lésions peuvent être totalement indolores. Par contre, vous imaginez bien qu'elles fragilisent les os. C'est-à-dire que si vous avez mangé de l'os à moelle, vous voyez bien, l'os, c'est quelque chose de dur qui fait tout le tour de l'os et qui permet d'assurer sa solidité. Ben, quand il y a des lésions comme ça, la partie solide autour de l'os est fragilisée et peut casser. Alors, quand c'est le bras, ça peut donner une fracture du bras. Quand c'est une vertèbre, ça peut donner un tassement de vertèbre qui est lié au myélome. Et dans certains cas, ça peut se compliquer d'une compression de la moelle épinière, moelle nerveuse. Et donc, on peut avoir parfois, heureusement rarement, des paralysies. Donc ça, c'est une complication importante, l'atteinte osseuse. Pourquoi elle est importante? Parce que elle peut donner des douleurs. Et vous savez qu'une des complications du myélome, c'est ces douleurs qui peuvent parfois être très invalidantes et qu'on a parfois du mal à soulager. Et puis, quand on dit qu'on détruit de l'os, ben, on libère du calcium et dans certains cas, chez certains patients, le calcium peut être augmenté, qui est là aussi un signe révélateur de la maladie. Alors ça, c'est vraiment les 4 complications les plus importantes de la maladie. Ça ne veut pas dire que tous les patients vont les avoir, mais certains patients peuvent présenter l'une ou l'autre de ces complications, plus ou moins importantes. Chaque patient est différent. Malheureusement, certaines de ces complications sont sévères, notamment l'insuffisance rénale, les lésions osseuses quand elles s'accompagnent de fractures ou de compression de la moelle nerveuse. Mais fort heureusement, c'est pas tous les patients. Et donc voilà, nous, en tant que médecin, quand on va diagnostiquer un myélome, on va essayer de rechercher ces différentes complications pour évidemment éviter qu'elles apparaissent par la suite et les traiter. Et puis pour terminer, donc là, j'ai parlé du myélome multiple, cette maladie où les cellules tumorales sont dans la moelle. Leur particularité, quand elles sont normales, c'est de fabriquer l'anticorps. Donc, on va voir cet excès d'anticorps dans le sang et ou dans les urines quand il y a un myélome. Donc, ça va nous permettre de diagnostiquer la maladie, mais aussi de la suivre. Et puis, certains d'entre vous ont probablement eu, avant d'avoir un myélome, ce qu'on appelle une gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou avec un acronyme anglais MGUS, ou alors un myélome indolent. Alors, c'est quoi ces deux entités? En fait, c'est des entités où le plasmocyte, le globule blanc, est déréglé. Donc, il fabrique un excès d'anticorps qui se voit sur l'électrophorèse des protéines avec ce pic, mais il n'y a pas encore de critères de myélome. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune complication. Il n'y a pas de complication osseuse, il n'y a pas de complication au niveau des globules, il n'y a pas de complication rénale, pas d'hypercalcémie, pas d'augmentation du calcium. Et donc, on a un stade où la maladie n'est pas encore déclarée. Et les MGUS, gammapathie de signification indéterminée, ou les myélomes indolents sont des stades pré-myélomateux qui peuvent rester asymptomatiques pendant des années. Et donc, on est amené à surveiller ces patients sans les traiter. Alors, la différence entre les deux, c'est en fonction de l'importance de l'anticorps dans le sang, c'est en fonction du nombre de cellules dans la moelle, peu importe les différences. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près 1% tous les ans des MGUS peuvent évoluer vers un myélome et que le myélome indolent, c'est à peu près 10% d'évolution par an. Donc, c'est des patients qu'on va surveiller attentivement, mais chez qui on ne propose pas de traitement aujourd'hui. Et donc, on peut avoir des patients qui ont cet excès d'anticorps sans avoir de myélome, et certains peuvent évoluer comme ça pendant des années sans avoir de myélome. Voilà, c'était une présentation très très rapide. J'espère avoir été clair. Maintenant, l'objectif, c'est qu'on réponde à vos questions. On écoute aux questions. Parfait. Alors, nous avons une série de questions qui sont apparues donc sur le volet. Et vraiment, un grand merci. Alors, on a cette chance d'avoir deux intervenants. Bien sûr, Olivier Decaux qui va pouvoir répondre à un certain nombre de ces questions. Et puis, Cyril Touzeau. On va commencer, si vous voulez bien, par les questions qui ont été posées à travers la webconférence de ce soir. Alors, est-ce que Cyril Touzeau, donc une question qui revient régulièrement sur l'évolution du MGUS vers le myélome, est-elle absolument, je dirais, intervient-elle toujours ou un MGUS n'évolue-t-il pas toujours vers un myélome multiple? C'est la question qui est régulièrement posée. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est une question qui est importante. On sait maintenant que
le myélome multiple, il est toujours précédé de cette phase silencieuse qu'on appelle la gammapathie monoclonale de signification indéterminée, la MGUS. Le plus souvent, elle est découverte de manière fortuite. Parfois, elle n'est pas découverte et c'est vraiment la maladie, lorsqu'elle parle, qui fait découvrir la maladie, le myélome. En fait, la plupart des patients qui ont une MGUS n'évoluent jamais vers un myélome multiple qui parle. Et on sait que le risque de progression de ce pic bénin qu'est la MGUS, il est faible, de l'ordre de 1% par an. Or, c'est une anomalie qu'on découvre le plus souvent autour de l'âge de 70 ans. Donc, c'est vrai que la grande majorité des patients chez qui on découvre une MGUS n'évolueront pas vers un myélome multiple ou une maladie apparentée. Il n'empêche que la découverte d'un pic comme ça, l'électrophorèse, nécessite un suivi. Donc, globalement, on fait un bilan sanguin et urinaire par an, en sachant que lorsqu'on découvre le pic pour la première fois, en fonction de la taille de ce pic, on va faire un bilan complémentaire. Au minimum, l'analyse des globules pour voir s'il y a une anémie. On va regarder la fonction rénale, la calcémie, comme Olivier l'a décrit tout à l'heure. Et puis, le plus souvent, on recherche s'il n'y a pas des lésions osseuses. Et c'est le scanner sans injection de produit de contraste qui est maintenant l'examen de référence pour ça. Parfait, merci. Une question ou même plusieurs questions qui tournent autour de l'immunodépression, et ça c'est d'autant plus important ces questions dans le contexte effectivement du Covid. Alors, une première question, pourquoi un myélome est-il dit immunodépressif? Et une autre question dans le prolongement, combien de temps dure l'immunodépression après une autogreffe? Donc, lorsque le myélome multiple, il y a plein de raisons qui fait que c'est vrai qu'il y a un manque d'immunité chez les patients. Déjà, comme le montrait Olivier tout à l'heure, normalement, on a plein d'anticorps qui nous défendent contre les virus et les bactéries. Et quand on a un myélome, il y a cette production de l'anticorps des cellules malades qui, lui, ne nous sert à rien pour la défense contre les agents infectieux. Mais par contre, les plasmocytes normaux, eux, ils diminuent. Et il y a un manque d'anticorps qui est quasiment constant dans cette maladie et qui favorise certaines infections, certaines bactéries et certains virus. Donc ça, c'est de base, si je puis dire, lorsqu'il y a le myélome. Et puis, c'est vrai que les traitements du myélome, eux, ils rajoutent une couche dans la baisse de l'immunité. Très souvent, on utilise des corticoïdes en association avec la plupart des traitements du myélome, et ça, on sait que ça favorise aussi le risque d'infection. Et puis, certains traitements, je voyais passer quelques questions comme ça, comme le révlimide, le pomalidomide, induisent la baisse de certains globules blancs, les polynucléaires neutrophiles, qui eux aussi peuvent favoriser le risque de certaines infections. Donc c'est vrai que lors du diagnostic de la maladie et en cours de traitement, il y a une baisse de défense immunitaire qui, en temps normal, oblige à une surveillance plus approfondie et même à la prise de médicaments protecteurs au long cours. On utilise quasi constamment certains antiviraux pour protéger du zona notamment. Quand il y a des corticoïdes de manière assez régulière, on utilise certains médicaments pour éviter certaines affections pulmonaires comme la pneumocystose et le Bactrim notamment. Et puis, et donc une surveillance accrue. Et puis la vraie question, c'est une fois que les traitements sont terminés, combien de temps on garde une immunodépression? Ça, c'est très dépendant des traitements. On sait qu'après une autogreffe, par exemple, on peut rester avec une baisse de l'immunodépression, même sans traitement complémentaire, pendant 6 mois, 1 an. Et cette baisse de l'immunité post-autogreffe, elle est prolongée lorsqu'on utilise, et c'est très souvent le cas, des traitements dits de consolidation de maintenance. Donc ce qu'on fait le plus souvent quand on surveille les gens après une autogreffe, c'est qu'on regarde certains marqueurs de l'immunité. Est-ce qu'il y a un manque d'anticorps persistant? Est-ce qu'il y a de la baisse toujours de certains lymphocytes? Alors souvent on voit un retour à la normale après les prochains mois, mais on sait très bien que même si quantitativement on voit que tout est bien rentré dans les normes, on sent quand même qu'il y a une fragilité de l'immunité avec plus d'épisodes infectieux chez les patients, alors que toutes les valeurs ont l'air d'être rentrées dans les normes. Donc c'est une réponse un peu de normand, c'est vraiment difficile de savoir combien de temps on reste avec une baisse de l'immunité même sans traitement. J'aurais tendance à considérer
toujours les patients atteints de myélome, même sans traitement, comme plus fragiles que les autres. Et je sais que ça a du poids en ce moment, dans cette période de virus et de Covid. Mais c'est vrai que la baisse de l'immunité, je pense qu'elle est constante chez les patients atteints de myélome. Parfait, merci beaucoup. D'autres questions viennent et par rapport à ce qu'indiquait tout à l'heure Olivier Decaux sur les chaînes légères. Deux questions que je prends ici. Tous les myélomes sont-ils à chaîne légère? Y a-t-il systématiquement un pic? Qui souhaite répondre? Oui, je veux bien. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail tout à l'heure, mais globalement, dans la majorité des cas, 80% des cas, il y a un pic, donc un excès d'anticorps qu'on voit à l'électrophorèse avec le pic. Et puis, il y a à peu près 20% des patients qui ont un myélome qu'on appelle à chaîne légère, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un pic, mais qu'il n'est pas très important. Et par contre, il y a une concentration plus importante de fragments d'anticorps qu'on appelle les chaînes légères. Et pour autant, chez les patients, les 80% de patients qui ont un pic important, il peut y avoir un excès de chaîne légère. Pour des raisons liées aux cellules tumorales, elles peuvent fabriquer à la fois l'anticorps complet, à la fois des chaînes légères. Mais ce qu'on appelle les myélomes à chaîne légère, c'est vraiment les patients qui ont majoritairement une chaîne légère. Et donc, ça n'a pas tellement d'impact pronostic, c'est un impact surtout sur la surveillance. C'est-à-dire que les patients qui ont un myélome à chaîne légère, on va être encore plus attentifs que les autres à regarder les urines, à faire un dosage dans le sang qui s'appelle le dosage des chaînes légères libres sériques. Alors que chez les patients qui ont un pic important, on peut être un peu plus concentré sur l'électrophorèse des protéines. Donc la façon de suivre les patients va être un peu différente. Et une des difficultés qu'on a, c'est que le dosage des chaînes légères libres sériques, donc qui permet de mesurer dans le sang les chaînes légères, est disponible en ville mais n'est pas remboursé. Donc c'est des patients qu'on a tendance à faire venir plus souvent à l'hôpital pour doser ces chaînes légères parce qu'elles ne peuvent pas se doser facilement en ville ou si elles se dosent, elles ne sont pas remboursées. Donc voilà. Après, un élément sur lequel j'insiste toujours, c'est que chaque patient est différent. Donc ce qui compte, c'est qu'au début, quand on fait le diagnostic, nous, en tant que médecin, on va chercher les complications, on en a parlé, et puis on va regarder sur quels critères on va évaluer le patient. Donc on va regarder notamment pour la réponse au traitement. Je disais, le taux d'anticorps, le taux de chaîne légère va être proportionnel à la masse, ce qu'on appelle la masse tumorale, c'est-à-dire le nombre de cellules dans la moelle. Et donc, on va se fixer des critères pour dire, voilà, tel patient, je vais le suivre principalement sur le pic, ou principalement dans les urines, ou principalement avec les chaînes légères dans le sang. Et on va se baser là-dessus pour ensuite suivre l'évolution du traitement en répétant régulièrement ces dosages dans le sang et dans les urines. Et comme je le disais, un élément important, c'est que la gravité de la maladie n'est pas liée à la taille du pic, n'est pas liée à la concentration des chaînes légères. Ce qui compte, c'est à la présentation, quand on fait le bilan. Est-ce qu'il y a des lésions osseuses? Est-ce qu'il y a une atteinte rénale? Est-ce qu'il y a une hypercalcémie? Et ensuite, on va mettre en route les traitements pour éviter que les complications apparaissent ou s'aggravent. Parfait, merci beaucoup pour ces réponses. Combien de temps peut-on rester avec un myélome indolent? Une autre question. Alors, le myélome indolent, je disais tout à l'heure, on estime à peu près que le risque de progression vers un myélome symptomatique, il est à peu près de 10% par an. Et ce taux-là, il est surtout pendant les 5 premières années. C'est-à-dire que globalement, au bout de 5 ans, on estime, et ça a été montré par plusieurs études, qu'un patient qui a un myélome indolent qui n'a pas évolué pendant les 5 ans qui se sont écoulés a un risque moins important au bout d'un moment d'évoluer. Donc finalement, petit à petit, avec le temps, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, les myélomes indolents ont un risque bien moins important d'évoluer. Et il y a un certain nombre de patients, alors c'est difficile de donner un chiffre, mais moi j'ai des patients que je suis pour un myélome indolent depuis plus de 15 ans et qui n'ont pas évolué. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver les myélomes indolents qui sont les plus à risque d'évolution. On a des critères qui sont simples, comme la taille du pic. Plus le pic est important, plus le risque d'évolution est important. On a des critères, notamment des critères sur l'IRM. Et dans certains cas, on peut être amené à considérer que certains patients sont à haut risque d'évolution. Et dans ces cas-là, on rapproche la surveillance ou alors on leur propose de participer à des essais de traitement précoce qui commencent à se développer de plus en plus. Parfait. Des questions sur à la fois le suivi osseux et les dégradations osseuses. Quel suivi osseux est nécessaire dans le cadre du myélome multiple? Donc ça, c'est pour ce qui concerne le suivi osseux. Et pour les dégradations, quelqu'un nous parle de douleurs costales récurrentes après 1 an après une autogreffe. Et se pose la question de savoir si et dans quelles conditions il va pouvoir reprendre le travail ou des activités physiques intenses. Donc, ce sont des questions importantes et il n'y a pas de recommandation
clair et net sur le suivi de l'imagerie osseuse dans le myélome. Ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, au diagnostic de la maladie, c'est majeur d'avoir une cartographie des lésions pour voir est-ce qu'il y a des lésions à risque de fracture, à risque de compression neurologique. Et c'est vrai qu'au diagnostic, on fait classiquement le scanner. Parfois, on va un peu plus loin avec l'IRM, le PET scanner qui peut apporter des informations complémentaires. Ensuite, on va initier le traitement. Et ce qu'on sait, c'est que j'utilise parfois l'image un peu brutale peut-être, mais de l'incendie. Quand il y a un incendie dans une maison, le feu peut aller abîmer la charpente, les pompiers arrivent, on éteint complètement l'incendie, mais les dégâts sur la charpente vont rester un moment, donc il va falloir réparer, etc. Dans le myélome, lorsqu'il est là avant le traitement, qu'on le découvre, il a abîmé un peu la charpente osseuse, il y a des lacunes, des trous. Or, on va le plus vite possible éteindre l'incendie, mais on sait que les trous, eux, peuvent rester abîmés pendant des mois. Et il y a on voit des données comme ça de patients avec découvert d'une maladie, avec des lacunes au niveau des os. Ils ont le traitement, ils sont en rémission complète et 1 an et demi après, on peut voir sur des radios classiques certaines lésions qui persistent. Alors, les moyens d'imagerie plus récents comme l'IRM et encore plus le PET scanner, il peut montrer que les lésions elles disparaissent plus vite. Mais en pratique, pour savoir si la maladie répond, refaire l'électrophorèse, ça peut suffire à nous renseigner. Donc en fait, pour le suivi de la maladie, on ne va pas forcément vérifier en milieu ou en fin de traitement que les lésions osseuses, elles ont disparu, parce qu'on sait qu'on peut avoir été très efficace sur la destruction des mauvaises cellules et continuer à avoir des lésions osseuses. Donc, en pratique, c'est vrai qu'on a l'habitude, et encore, peut-être que c'est pas toutes les équipes, de faire un bilan de fin de traitement. En fait, je pense que refaire une imagerie dans le suivi, c'est vraiment s'il y a des douleurs inhabituelles qui reviennent, et à ce moment-là, de voir s'il n'y a pas une nouvelle lésion apparue, en sachant que l'apparition, par exemple, d'un tassement de vertèbres en fin de traitement, alors qu'on est en réponse complète, ça ne veut pas forcément dire du tout qu'il y a une maladie qui revient. Mais comme je disais tout à l'heure, la charpente fragilisée par l'incendie au départ fait que les os restent fragiles et puis y avoir un tassement de vertèbres lié à une stimulation autre de port de charge ou autre, lié à cette ostéoporose en quelque sorte favorisée par la maladie. Donc ça, je pense que c'est vraiment patient par patient, médecin par médecin qui voit quand est-ce qu'on pense justifier de refaire une imagerie. Il ne faut pas faire forcément d'imagerie tous les X mois ou autre, c'est vraiment en fonction d'éventuels nouveaux symptômes et en fonction de l'évolution de la maladie avec les critères classiques d'électrophorèse. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, il y a d'autres questions et je vais prendre celle de Brahim qui posait la question suivante. La notion de myélome multiple est-elle bien liée aux différentes affections qui en découlent, CRAB? Si oui, quelle est la version la plus répandue? Qui souhaite répondre à cette question? Vous avez parlé du CRAB, c'est ça? Oui, du CRAB. Effectivement, là, j'ai repris effectivement la question qui a été posée par Brahim. La notion de myélome multiple est-elle bien liée aux différentes affections qui en découlent? Ah oui. Voilà. Oui. En fait, effectivement, là, tout à l'heure, dans ce que j'ai présenté, il y avait les principales complications ici. Donc, la diminution des cellules sanguines, notamment l'anémie, l'atteinte rénale, les lésions osseuses et l'hypercalcémie. Et alors, les Américains qui aiment bien les acronymes ont utilisé l'acronyme CRAB, C pour hypercalcémie, A pour anémie, R pour atteinte rénale et B pour bones, parce qu'en anglais, os se dit bones. Et donc, le CRAB, c'est finalement l'acronyme qui résume ces 4 complications de la maladie. Et effectivement, alors, de façon très schématique, un myélome multiple, c'est l'existence d'un anticorps monoclonal dans le sang, c'est l'existence de cellules anormales dans la moelle. Vous savez, quand on fait un myélogramme, on va regarder donc dans la moelle osseuse ce qui se passe et on regarde le nombre de cellules anormales. Et l'objectif dans le myélome, pour faire un diagnostic de myélome, il faut qu'il y ait plus de 10% de ces cellules anormales qu'on appelle les plasmocytes, alors que normalement, il y en a très peu, moins de 1%. Et puis, c'est l'existence associée à ça de complications qui sont les fameux critères CRAB. Et de façon très très schématique, si on a des plasmocytes, si on a un anticorps monoclonal, donc un pic à électrophorèse, très peu de plasmocytes dans la moelle et pas de critères CRAB,
À ce moment-là, les patients sont classés MGUS, les fameuses MGUS dont on parlait tout à l'heure. Si le pic est important et ou qu'il y a plus de 10% de cellules anormales dans la moelle, mais qu'il n'y a pas de complications à type de crabe, à ce moment-là, on parle plutôt de myélome indolent. Et par contre, s'il y a des critères crabe avec des cellules anormales dans la moelle et puis un pic, à ce moment-là, on parle de myélome. Alors, il y a une petite nuance que je suis obligé de placer ici, c'est que la définition des myélomes indolents a un petit peu évolué il y a maintenant 5 à 6 ans. Et il avait été identifié que certains patients ayant un myélome sans critère crabe, donc myélome indolent, avaient un très haut risque d'évolution. Il y avait à peu près 80% des patients qui progressaient dans les 2 ans. Et donc la définition du myélome a un peu évolué. Et maintenant, on peut être amené à traiter les patients qui n'ont pas de critère crabe, mais qui ont des critères de très haut risque. Et c'est notamment des anomalies à l'IRM alors qu'il n'y a pas de lésion osseuse. On pourra revenir un petit peu sur ces critères-là. C'est un taux de chaîne légère très élevé dans le sang. Et puis, c'est un nombre de cellules anormales dans la moelle très élevé aussi, là, à plus de 60%. Donc, normalement, un myélome, c'est avant tout des critères crabe. Mais depuis quelques années, il nous arrive de traiter des patients sur certains critères, donc IRM, chaîne légère ou pourcentage de cellules anormales dans la moelle, quand vraiment on sait que ces patients-là ont un risque très, très élevé d'évolution. Le but, c'est de les traiter avant qu'il y ait des complications. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais effectivement, la définition du myélome, classiquement, elle est liée à ces critères crabe qui définissent encore une fois les 4 complications qui sont listées ici. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous avons un certain nombre de questions. Je voudrais rassurer ceux qui se posent des questions sur les traitements que nous aurons une webconférence dédiée au traitement également à l'issue du module 2 du MOOC. Donc, nous allons essentiellement nous consacrer effectivement sur les questions liées à la compréhension du myélome. Et puis, bien sûr, et nous allons les aborder, ces questions sur le déconfinement. Il y a aussi des questions citoyennes, si je puis m'exprimer ainsi, qui seront abordées dans quelques instants également par rapport au paiement des traitements compte tenu de difficultés potentielles. Je crois que nous pouvons dès à présent prendre certaines des questions qui ont été posées dans le MOOC et que nous allons aborder maintenant. Alors, ces questions, et elles sont à l'écran maintenant. Et la première d'entre elles, la période actuelle où il est observé un moindre accès à la médecine de ville, ne va-t-elle pas conduire à des retards de diagnostic? Et puis après, nous prendrons la question sur le paiement des traitements. C'est sûr que c'est une période où on voit que la plupart des maladies chroniques sont mises un peu entre parenthèses. Il y a par exemple beaucoup moins de découvertes de diabète chez les enfants en ce moment, alors qu'évidemment, il n'y a aucune raison pour ça. Il y a moins de patients hospitalisés pour des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, il y a évidemment beaucoup de maladies qui sont sous-diagnostiquées en raison de la difficulté d'avoir recours à certains soignants et à la médecine de ville. Donc, oui, il n'est pas impossible que certaines personnes qui en ce moment ont des douleurs osseuses peuvent se dire peut-être attendre un petit peu avant de consulter. On est en train de se préparer à la reprise de l'activité classique, si je puis dire, même si probablement que le retour à la normale va mettre beaucoup de temps à se remettre en place. Donc, pour cette question-là, oui, je pense que oui, il est possible qu'en ce moment, il y ait certains retards diagnostiques, notamment pour les myélomes multiples. Merci de cette réponse très, très directe. Alors, la question de Serge, qui effectivement ne concerne pas directement le myélome, mais bien sûr, en s'adressant à vous, soignants et non pas décideurs politiques, sauf erreur, la crise économique est profonde. L'hôpital pourra-t-il payer les traitements des malades? Donc, ça effectivement fait écho à des inquiétudes qui sont ici traduites très, très directement. Restrictions déjà dans l'Est, dans de nombreux domaines de soins. Alors, que souhaitez-vous si vous souhaitez émettre une réponse, un avis C'est difficile. J'aurais tendance à être rassurant, à penser que pour l'instant, heureusement, je ne pense pas qu'il y ait de problème sur les remboursements acquis des médicaments. Est-ce que la question, Bernard, hein, est-ce que la question c'est pas plutôt lié à des problèmes d'approvisionnement? On entend dire quand même que la consommation de certains médicaments liés au nombre de personnes hospitalisées était énorme.
enfin, on a parlé beaucoup des blouses, des masques, mais on sait qu'une personne hospitalisée, on a besoin de médicaments et c'est peut-être ça finalement qu'aujourd'hui les chaînes d'approvisionnement de tous les produits nécessaires pour une hospitalisation sont en tension. Pour l'instant, en dehors du melphalan, qui est le médicament qu'on utilise surtout pour l'autogreffe, où on a eu, et ça a été vrai au cours des années précédentes, parfois des périodes de plus grande difficulté d'accès, mais pour l'instant, pas du tout de manière à qu'on soit inquiet de ne pas faire l'autogreffe. Parfois, il y a des petites tensions d'approvisionnement sur le melphalan. À ma connaissance, il n'y a pas d'inquiétude pour le moment pour les médicaments autres, Revlimid, Velca, Pomalidomide, etc. Parfait. Merci. Les seules inquiétudes qu'il y a eu là récemment, c'était hors de l'hématologie, hein, c'était sur les traitements de réanimation surtout, parce qu'effectivement, l'afflux de patients récents en réanimation a fait que des traitements qui sont d'habitude moins utilisés ont été utilisés de façon importante. Mais moi, je suis comme Cyril, dans le myélome, pour l'instant, on n'a pas de signaux, en tout cas inquiétants, et on espère pouvoir continuer à soigner, selon les AMM, nos patients. Merci. Beaucoup de questions dans le MOOC concernent les causes possibles du myélome. Alors, vous le voyez sur l'écran, les questions qui se posent sur la nature des métiers, les professions exposées à la radioactivité, aux produits chimiques, à la poussière, à la génétique, à l'épigénétique. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet? Alors, c'est difficile parce que les données épidémiologiques, il y a toujours ce qu'on appelle des facteurs confondants, c'est-à-dire que quand on prend des patients, il y a souvent des facteurs partagés. Ce qu'on sait sur le myélome, c'est que c'est une maladie qui augmente avec l'âge. Donc l'âge joue un rôle. Alors pourquoi il joue un rôle? Est-ce que c'est parce que plus on vieillit, plus on est exposé au cours de sa vie à différentes choses, peut-être? En tout cas, voilà, le myélome, on sait que l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui correspond au fait qu'il y a la moitié des patients qui ont plus de cet âge-là, l'autre moitié qui ont moins, c'est aux alentours de 70 ans chez l'homme et la femme. Donc l'âge est un facteur. Et le seul facteur vraiment décrit et qui a même été reconnu comme maladie professionnelle aujourd'hui, c'est les pesticides, puisque depuis 2 ans, je crois, le myélome fait partie, comme d'autres maladies du sang, est inscrit au tableau des maladies professionnelles pour les agriculteurs. Donc les pesticides participent à l'émergence du myélome manifestement. Par contre, il est clair que c'est dans des conditions très particulières d'exposition. Donc il est clair que c'est les agriculteurs qui manipulent les produits de façon intensive. Et pour l'instant, il n'y a pas de notion chez les consommateurs. Donc, ce qui avait été montré aux États-Unis, c'est que le risque de myélome était plus important chez les personnes qui manipulaient les pesticides et qui diminuait après quand on s'éloignait de cette manipulation. Donc, voilà. Alors, il y a eu des choses aussi. Je crois qu'il y avait eu des choses au Japon, dans les zones qui avaient été touchées par les bombes atomiques avec les radiations. Mais globalement, le seul facteur qui est vraiment décrit, c'est les pesticides. Après, il y a les facteurs génétiques probablement, parce qu'on sait notamment aux États-Unis que la population noire américaine, il y a plus de MGUS et plus de myélome dans cette population, donc probablement une part génétique. Et puis, pour les cas familiaux, alors il y a des cas familiaux. On a un collègue à Lyon, le professeur Dumonté, qui étudie ces cas familiaux. Il y a quelques familles où il y a plusieurs cas, des frères et des sœurs notamment. Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est une composante génétique? Même si la maladie, même dans une maladie rare, on peut avoir le hasard peut faire que malheureusement il y a 2 personnes dans la même famille. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour l'instant, le professeur Dumonté n'a pas encore trouvé de gène qui expliquerait ces cas familiaux. Le nombre de familles qu'il a identifiées, je crois que c'est un peu plus de 200 familles qu'il a identifiées en France pour l'instant. Donc ça reste une maladie qui pour l'instant n'est pas familiale, même si encore une fois on a quelques familles. Et donc pour les causes du myélome, globalement l'âge, mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi l'âge, on n'en sait rien. Peut-être qu'à force d'être stimulé, le système immunitaire se dérègle. Nos globules blancs, ils sont quand même stimulés depuis qu'on est dans le ventre de nos mères, puisque quotidiennement, on est confronté à l'extérieur, et qui dit confronté à l'extérieur, dit confronté à des choses qui vont stimuler notre système immunitaire, des infections, des choses qu'on respire, des choses voilà, les facteurs environnementaux. Le seul facteur environnemental qui est vraiment décrit et validé, puisque, encore une fois, c'est une maladie professionnelle pour ça, c'est les pesticides, et pour le reste, j'ai pas plus d'informations. Je sais pas, Cyril, si tu veux compléter. Non, rien à rajouter. Il y a eu une publication il y a quelques mois sur le suivi des pompiers intervenants sur le site du 11 septembre qui avait montré un peu plus d'incidence de myélome, peut-être à cause de poussière d'amiante et autres choses industrielles, mais c'est anecdotique, quoi. Très bien. Alors, question sur les examens. Alors,
à la fois sur les examens réalisés au diagnostic et puis également, une question viendra sur les éléments, les examens sanguins qui pourraient évoquer un début de rechute. Alors, si on commence par la question sur les examens réalisés au diagnostic, au-delà des examens proposés, la place du PET scan dans le suivi des malades. Donc, juste pour dire, effectivement, le PET scanner, il est de plus en plus fait au diagnostic parce que déjà dans le PET scanner, il y a un scanner classique et de plus en plus de centres de médecine nucléaire font des scanners coupe fine comme le scanner classique qui permet d'avoir les informations sur la présence ou non de lésions osteolytiques sur le squelette. Et puis les données, le PET scanner, c'est un examen qui permet une cartographie de la maladie au-delà du squelette. Et parfois, certains patients, lors du diagnostic d'un myélome, peuvent avoir de la maladie en dehors de la moelle osseuse, qui est le lieu de vie habituel des plasmocytes. Et ça a une importance sur le suivi. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, que le PET scanner, c'est l'examen d'imagerie qui permet de plus de voir la réponse au traitement. Et donc, dans le suivi, par exemple, ça ne sert à rien de faire des radios tous les 3 mois parce qu'on ne verra pas de modifications. Le scanner verra peu de modifications aussi, l'IRM un peu plus, mais si on veut vraiment voir une réponse sur la disparition des lésions précédemment existantes en cours de traitement, c'est vraiment le PET scan qui est le meilleur. Et depuis quelques mois, les autorités de santé ont validé et remboursé le PET scanner au diagnostic et en fin de traitement dans le myélome multiple. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on adapte peu nos traitements à la réponse du PET scanner. Par exemple, s'il reste 1 ou 2 lésions qui fixent anormalement en fin de traitement, pour le moment, on ne sait pas s'il faut changer de fusil d'épaule sur le traitement. On n'a aucune donnée qui nous dit ça. Donc c'est parfois toute la difficulté de techniques qui existent. On parle parfois de maladies résiduelles, de PET scanner. Ok, on a ces nouveaux outils. On sait que ça marche bien pour détecter de la maladie qui persiste ou pas. Mais après, il faut des années pour dire, OK, on a ces informations-là, mais qu'est-ce qu'on en fait en pratique? Et pour le moment, que ce soit la maladie résiduelle, le PET scanner, on n'a pas d'essais cliniques qui nous disent, OK, s'il reste de la maladie à tel niveau, il faut faire ça. Il y a beaucoup d'essais qui sont en cours pour adapter les stratégies de traitement en fonction de la réponse au traitement sur les techniques de maladie résiduelle, peut-être de PET scanner, mais pour le moment, c'est prématuré. Et juste un élément pour compléter, si je peux me permettre, c'est que effectivement le PET scanner est très intéressant parce que comme tu l'as dit, il y a une part fonctionnelle qui permet de voir l'activité des lésions que n'a pas le scanner seul. Pour autant, je crois que ne pas avoir de TEP scanner aujourd'hui, il y a beaucoup de patients. Moi, je sais que je fais assez peu de TEP scanner parce que la disponibilité est pas forcément la même dans tous les hôpitaux. Et comme je le disais, je crois que chaque médecin va adapter le suivi aussi à la présentation de la maladie et aux disponibilités des examens qu'il a dans son hôpital. Et je crois que quand on discute entre nous à l'IFM, chacun a un petit peu des habitudes en fonction de l'habitude et de l'expertise de ses radiologues ou des médecins qui s'occupent de TEP scanner. Et donc, l'essentiel, c'est d'avoir une imagerie osseuse que le médecin maîtrise, avec des radiologues qui maîtrisent les examens. Et comme l'a dit Cyril aujourd'hui, même si les résultats sont très, très intéressants, aujourd'hui, on ne sait pas encore adapter nos traitements au TEP scanner. Donc, si certains d'entre vous n'ont pas eu de TEP scanner dans leur histoire, ça me choque absolument pas. Je crois que l'idée, c'est de rechercher s'il y a des lésions osseuses, si elles sont menaçantes, et ça, le scanner, il répond très bien. Je crois que c'est vraiment important de rappeler ça. Alors, d'autres questions sont venues entre-temps. On va y revenir sur les causes du myélome, mais nous parlions effectivement des examens et Flo posait la question sur les examens sanguins qui peuvent évoquer un début de rechute, et notamment une vitesse de sédimentation élevée. Peut-elle en faire partie? En pratique, ce qu'on fait vraiment pour la surveillance et de dépister une récidive de la maladie, c'est classiquement l'électrophorèse des protéines. Est-ce qu'on voit remonter le pic? Pour les patients dont la maladie était présente uniquement sous forme de chaîne légère, c'est le suivi du dosage de chaîne légère libre stérique. Donc un examen qui n'est pas encore remboursé en laboratoire de ville, comme on dit, et qu'on fait donc classiquement à l'hôpital. C'est vraiment les paramètres biologiques les plus classiques pour dépister la récidive de la maladie. Évidemment, dépister les fameux symptômes crabes, c'est quelque chose qu'on fait toujours. Donc, apparition
d'une anémie, d'une insuffisance rénale, des lésions osseuses, mais clairement le but d'une bonne surveillance c'est de dépister la récidive de la maladie avant que ne réapparaissent des symptômes. C'est pas toujours le cas, parfois les symptômes peuvent arriver vite, mais on essaie quand même d'essayer de dépister la récidive avant qu'elle ne parle. La vitesse de sédimentation, c'est pas un très bon examen. Il y a plein de choses qui peuvent augmenter la vitesse de sédimentation. Alors, l'augmentation des protéines dans le sang, notamment du pic monoclonal, ça augmente l'AVS, mais une anémie, même quand elle est liée à autre chose, ça peut augmenter la vitesse de sédimentation. C'est donc pas un bon examen pour le suivi de la maladie et de dépister la récidive du myélome. Parfait. Alors, je reviens sur le sujet non seulement des causes, mais aussi des conséquences du myélome sur des sujets qui reviennent, qui s'adressent alors évidemment aux médecins que vous êtes et aussi d'une certaine manière à la F3M. Le médecin conseil refuse la reconnaissance invalidité. On avance pour mettre en place un poste adapté. Le médecin réfute la notion de travail à mi-temps thérapeutique, etc., etc. Donc ça, ce sont des sujets qui seront, je pense, des questions plus administratives, plus sociales, qui seront abordées sauf erreur de ma part, la troisième webconférence et qui peuvent être également posées directement et de manière spécifique. Bernard, à moins que tu souhaites commenter ces éléments-là, sinon je pense qu'on peut se donner rendez-vous à la troisième webconférence. Ouais, non, j'ai pas de réponse précise à formuler. J'ai bien vu cette question dans le chat là. Les dispositions réglementaires évoluent de jour en jour liées au Covid-19, donc je suis pas dans la capacité d'y répondre. Hein. Mais ce que j'avais cru comprendre lors des webcons qu'on a eu avec le Codiv, hein, c'est que il y avait pour une personne atteinte d'une hémopathie maligne, elle était autorisée à se mettre en arrêt de travail pour raison de santé. Voilà. Très bien. Maintenant, dans la perspective du déconfinement, je ne sais pas répondre à cette question, quoi. Il faut qu'on prenne l'avis d'un conseil avant d'y répondre. Merci. Et je sais qu'effectivement, eh bien. Par contre, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Cyril Touzeau au sujet et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une question dans le chat. Hein, bien sûr, l'électrophorèse des protéines est remboursée, que cet examen soit réalisé en ville ou dans un labo dépendant de l'hôpital. Il n'en est pas de même pour les chaînes légères. Hein, et là, c'est quand même une anomalie aujourd'hui. Donc, c'est vous, hématologues, qui nous prescrivez ce type d'examen. Voilà, on a le choix d'aller le faire réaliser donc en ville, et dans ce cas-là, ça nous coûte de l'ordre de 80 €, ou on va spécifiquement faire le prélèvement à l'hôpital. Je trouve que dans cette période de post-confinement, et pour des raisons même de protection de l'environnement, la F3M avait déjà interpellé les autorités de santé il y a quelques années sans succès. Je pense qu'il serait bien qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour essayer de faire lever cette ambiguïté. Lorsque vous, en tant qu'hématologue, vous prescrivez cet examen, c'est utile. Je ne vois pas pourquoi cet examen, s'il est réalisé en ville, il n'est pas remboursé. On pourrait imaginer que ce soit une prescription que par hématologue ou personne en charge des patients atteints de myélome multiple et que le remboursement soit conditionné au suivi de la maladie. Et je pense que cette période justement de post-pandémie sera intéressante de dire, voilà, puisqu'on a découvert que parfois éviter d'aller trop souvent à l'hôpital peut être une bonne chose, c'est un exemple. Voilà. Alors, parlons, puisque c'est un sujet qui est effectivement très, très important, de ces perspectives de déconfinement. Quelles sont les mesures, et c'est une question ouverte, qui vous semblent les plus adaptées? Oui, je voudrais, Hervé, peut-être en dehors de cette question-là, est-ce que j'ai vu aussi, si vous voulez, dans le chat des questions, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les recommandations qu'a formulées l'IFM à charge de chaque équipe de se positionner justement sur l'aménagement des traitements qui peuvent être proposés aux malades en ce moment, justement, pour leur éviter de venir plus
trop fréquemment à l'hôpital, où aussi il y a eu plusieurs fois la question posée. Je termine mes traitements préparatoires à l'autogreffe, hein, et quid, voilà, est-ce que cette autogreffe va être reportée? Et si elle est reportée dans quelques mois, est-ce que ça pose pas problème? Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, peut-être avant d'aborder les questions qui sont sur l'écran, sur ces mesures-là qui sont source de questions et d'inquiétudes chez plusieurs malades? Ouais, alors on a beaucoup discuté en bureau d'IFM avec Cyril notamment et puis les autres collègues sur les recommandations qu'on devait faire. Il faut bien avoir en tête qu'on a essayé vraiment de peser le pour et le contre et de trouver la meilleure balance bénéfice-risque. Ce qu'on savait il y a quelques semaines, parce que les choses évoluent vite, ce qu'on savait, c'est notamment que l'immunodépression et notamment la dexaméthasone, la cortisone, pouvait augmenter le risque de forme grave du Covid. Et donc, on a essayé de trouver des recommandations qui permettent de limiter la toxicité du traitement tout en maintenant, bien sûr, une efficacité. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire que chez des patients qui répondent très bien au traitement, qui ont une très bonne réponse, qui ont le traitement depuis un certain temps, on a été assez large pour laisser vraiment de la place à l'édition de chacun, on pouvait alléger un peu le traitement, notamment en arrêtant la dexaméthasone, en limitant les allers-retours en hôpital de jour. Ça, c'était pour les patients où il n'y a pas l'autogreffe. Et par contre, pour la greffe, ce qu'on sait, c'est que les traitements qu'on donne en induction, notamment le Velcade, Revlimid, dexaméthasone, peut être prolongé. Il y a des équipes qui font 6 cycles. Là, nous, on n'en fait que 4. Il y a des équipes qui vont même un peu plus loin. Donc, prolonger le traitement si la réponse est bonne, sachant que le but, c'est pas de dire on fera pas la greffe, c'est de la décaler à un moment où on aura moins de risques pour les patients. Et donc, décaler la greffe, c'est probablement pas un problème énorme en dehors de l'organisation, du stress que ça peut conférer aux patients. Mais vraiment, si on a proposé cette stratégie-là, c'est parce qu'on estime que le risque de la greffe dans les circonstances qui étaient celles qu'elles étaient il y a 4 semaines, 5 semaines, était trop important et que ça paraissait légitime de décaler tout en maintenant un traitement. L'idée, c'est pas de dire on arrête les traitements, c'est de continuer le traitement d'induction par Velcade, Revlimid, dexaméthasone et de proposer la greffe derrière. En tout cas, vraiment, ces décisions, on a clairement dit aussi que chez les malades les plus graves ou en début de traitement, il fallait traiter comme d'habitude, parce que l'objectif, c'est évidemment de maintenir une pression thérapeutique. Mais on sait bien que chez certains patients, on peut ralentir un peu le traitement, alléger un peu le traitement. Le but étant de limiter les passages à l'hôpital et de limiter les risques de forme grave de la maladie. Merci. Parfait. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de questions et c'est à la fois une excellente chose et je sais que nous n'aurons pas le temps de tout traiter ce soir. C'est aussi l'occasion de dire qu'il y aura d'autres webconférences. Et c'est aussi l'occasion de vous dire qu'à travers le MOOC, tous ces commentaires, toutes ces questions peuvent être posées à nouveau et que les tuteurs que vous connaissez déjà pour la plupart relayeront les questions auprès des différents intervenants, dont bien sûr Olivier Decaux, Cyril Touzeau, les différents représentants de la F3M, le cas échéant des personnes extérieures pour ce qui concerne les aspects psychologiques, par exemple, les aspects administratifs et sociaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers le MOOC pour poser des questions qui, nous le savons, n'auront pas toutes de réponses ce soir. Soit elles auront des réponses, bien sûr, dans les autres webconférences, soit, comme vous le savez également, dans le cadre du MOOC. Alors, abordons, si vous voulez bien, sous forme presque de conclusion, puisque le temps avance, ces questions de déconfinement qui sont très prégnantes dans le cadre du MOOC. Alors, je reviens sur cette question des mesures qui vous semblent les plus adaptées pour les malades du myélome dans cette perspective du déconfinement. Parce que je vois les questions qui défilent et on sent bien que c'est vraiment une période très, très particulière et on a essayé, comme le disait Olivier, de faire un peu des recommandations d'adaptation de traitement. On voit bien au quotidien et en regardant les questions qu'il y a plein de situations que c'est très difficile et tu vois, est-ce qu'il faut arrêter la dexaméthasone, etc. Je pense que c'est vraiment avec le médecin qui prend en charge, l'hématologue qui sait, je pense, peser le rapport bénéfice-risque pour diminuer, arrêter la dexaméthasone. Comme le dit Olivier, on ne peut pas faire de réponse toute faite. Oui, on peut arrêter, pas arrêter. Ça dépend quand est-ce qu'on a pris le traitement, quelle est la réponse, la présentation initiale. Ça, je pense que c'est impossible de faire de recommandations. La difficulté, avant de parler du déconfinement, c'est que
si on avait en tête que le Covid-19 allait être dur pendant 3 mois, puis après c'est fini, on reprend comme avant, on pourrait dire bon ben on tient le bon sur les autogreffes, on fera après. Là on voit bien que compte tenu de la faible exposition de la population au virus, on craint quand même que dans les mois au sens large à venir, on soit toujours un peu dans cette crainte d'avoir le virus, etc. Et comme on disait tout à l'heure, les patients atteints de myélome en cours de traitement, même après, sont sûrement plus à risque. Donc, cela dit, je pense que c'est très difficile d'imaginer dire on peut rester confiné, ne plus voir les enfants, les petits-enfants et vivre dans une bulle pendant X mois. Je crois que c'est vraiment déraisonnable. Je veux dire, moralement, on a besoin de ces choses-là. Donc, on va être confronté dans les mois à venir à toujours essayer de trouver un bon équilibre entre se protéger, mais la protection totale, je crois qu'elle n'existera pas, si c'est de rester enfermé dans sa chambre avec aucun contact avec le monde extérieur. D'un autre côté, je pense qu'on peut sûrement limiter les événements de vie les plus à risque, évidemment, des endroits avec foule, si c'est possible de ne pas faire les courses et de demander à proches, conjoints, c'est peut-être l'idéal parce que peut-être que c'est l'endroit où on croise plus de personnes. Je crois que le port du masque est sûrement une bonne chose, encore plus pour les patients plus à risque, comme les patients atteints de myélome multiple. Je ne sais pas quel sera l'accès aux masques, au remboursement des masques, etc. Mais ça, c'est sûrement une bonne chose. Mais il faut probablement s'attendre à avoir cette période de plusieurs mois. Et donc, je voyais une question, est-ce que l'autogreffe en juin est raisonnable? Je veux dire, on ne peut pas ne pas pouvoir faire d'autogreffe pendant 4 mois, 6 mois. Au cas par cas, l'autogreffe reste en première ligne un traitement important. Ça a été montré même avec les nouveaux médicaments. Et donc, je pense que, encore une fois, au cas par cas, mais dans notre pratique à nous, on va faire les autogreffes dans les semaines à venir en vérifiant, il y a des recommandations de vérifier avant l'hospitalisation qu'il n'y ait pas le Covid, faire les PCR, même si ce n'est pas un examen parfait aux patients. Mais encore une fois, si ça avait été 2 mois puis c'est fini, on peut décaler, etc. Mais là, on va vivre avec pendant longtemps et donc on ne peut pas arrêter la prise en charge quand même la plus optimale possible de cette maladie. Et donc, on va reprogrammer les autogreffes et après, au cas par cas, voir est-ce qu'on peut épargner certains allers-retours pour certains traitements, diminuer, voire arrêter la dexaméthasone pour certains patients un peu sélectionnés en fonction de la réponse au traitement, etc. Mais il n'y aura pas de réponse toute faite, d'attitude certaine pour l'ensemble des patients. Ce sera toujours des discussions au cas par cas, ce qui n'est pas simple. Et puis, ce qu'on a décidé avec l'IFM, c'était à l'époque où on avait l'impression que la vague du virus arrivait. C'était l'époque où on avait les chiffres de l'Est de Paris. Nous, en Bretagne, on a de la chance parce que le confinement est arrivé au bon moment et finalement, cette vague, je pense qu'à Nantes et à Rennes, on l'a pas eu. On a eu un afflux patient qui était totalement contrôlé et ça n'a pas dépassé nos capacités d'hospitalisation. Toujours est-il que ces décisions, on les a prises à l'époque. On avait des craintes sur ce qui allait se passer dans les 3 semaines qui allaient venir et finalement, aujourd'hui, la situation est quand même mieux contrôlée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de virus. Comme l'a dit Cyril, malheureusement, on va vivre avec probablement longtemps. Mais les mesures, les gestes barrières que tout le monde a appris à faire, je crois qu'ils vont rester longtemps et c'est des gestes vraiment essentiels. Se laver les mains, c'est bête, mais nous, soignants, on est habitués, on se lave les mains régulièrement et on sait très bien que ça nous protège vis-à-vis des maladies des patients. Ça nous empêche de transmettre les maladies, les infections d'un patient à un autre. Et dans les équipes qui ont pris en charge des patients atteints de Covid, finalement, il y a assez peu de contamination, voire même il n'y a pas de contamination dans les services. La majorité des soignants qui ont été contaminés, ils ont été contaminés à domicile ou à l'extérieur. Quand on est dans des situations où il y a du virus et qu'on prend des précautions avec les gestes barrières, le masque, le lavage des mains, finalement, on évite les contaminations. Et je crois que aujourd'hui, même si le déconfinement arrive et que ça fait peur un peu à tout le monde, je crois que la population a pris
a pris conscience de l'importance de ces gestes barrières. Je crois qu'on va reprendre une vie, mais que tout va pas reprendre comme d'habitude. On va rester dans cette distanciation sociale qui va être un peu difficile à vivre dans le cadre familial, amical, mais c'est probablement comme ça qu'on va éviter que le virus recircule de façon trop importante, mais il circulera pendant probablement plusieurs mois, comme le disait Cyril. Et à nous de nous adapter en fonction des régions. Si on est dans une région où le virus manifestement est en train de réaugmenter de façon importante, on sera très prudent sur les traitements les plus toxiques. Si à l'inverse, on est dans une région où manifestement le virus circule peu, on va pouvoir se permettre de reprendre des traitements, typiquement les autogreffes. Nous, on en a parlé à Rennes hier. Et effectivement, vu la situation locale, on va reprendre les autogreffes, alors qu'il y a 3 semaines, on était plutôt en train de les freiner parce qu'on avait l'impression que le virus allait augmenter. Donc, on va s'adapter au quotidien. Mais je crois vraiment que si on prend tous la mesure des gestes barrières et qu'on continue de les appliquer, on va se protéger nous-mêmes, on va protéger les autres et on va faire qu'on va apprendre à vivre avec ce virus. Ça va changer beaucoup de choses dans notre vie quotidienne, mais je pense qu'on va réussir à éviter ça. Et alors, pour les mesures, c'est difficile de donner des mesures spécifiques parce que chacun, on voit bien dans les questions, chacun a des questions. Je crois que évidemment, les patients doivent être plus prudents, donc éviter les situations à risque, parce que voilà, comme le disait Cyril, c'est vrai qu'aller au supermarché, c'est pas l'idéal en ce moment. Mais encore une fois, l'utilisation des masques va se généraliser. Il y a 6 mois, si on avait dit, vous croiserez des gens avec des masques dans la rue, on n'y croyait pas, et aujourd'hui, ça nous paraît normal. Et je crois que voilà, faut se protéger, il faut porter un masque, surtout pour les patients fragiles. Alors les patients de myélome, mais tous les patients qui ont des fragilités, quelles qu'elles soient. C'est sûr que la reprise d'activité professionnelle va dépendre du mode de l'activité professionnelle. Il est clair, là, je voyais passer les enseignants. C'est sûr que, alors les enseignants seront protégés, mais il est certain qu'un patient fragile qui doit reprendre l'enseignement, il est en contact avec une population plus variée. Il va avoir plus de contacts, donc c'est une situation qui est un peu plus à risque. À l'inverse, un travail de bureau avec beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de contacts et beaucoup moins problématique. Il y a la question des conjoints. Je crois que si les conjoints se protègent bien, normalement, avec les gestes barrières, on devrait également éviter les contaminations au travail. Donc, je pense que empêcher les conjoints de reprendre le travail, ça me paraît pas forcément la bonne chose. Je crois qu'il faut surtout se protéger à domicile au travail. Et avec ces gestes barrières, on devrait réussir à éviter qu'une nouvelle vague arrive. Voilà. Mais je ne sais pas si on peut dire beaucoup plus de choses aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Sachez-le, nous allons poursuivre effectivement le MOOC, comme nous l'indiquions tout à l'heure. N'hésitez pas à y venir, à y revenir, à dialoguer, à poser vos questions. Si ce sont des questions auxquelles les tuteurs peuvent répondre immédiatement, ils le feront. Sinon, ils escaladeront en quelque sorte ces questions si elles sont de nature médicale, administrative ou sociale. Le module 2 sur les traitements va ouvrir donc ses portes très prochainement puisque c'est jeudi. Donc sur les traitements du myélome, à la fois médicamenteux et non médicamenteux. Et puis nous avons également une nouvelle webconférence qui va être dédiée au sujet des traitements, mais qui bien sûr, nous le savons, au fur et à mesure de l'évolution de la situation, prendra en compte bien sûr toutes les autres questions. Voilà. Un grand merci et je vais passer la parole à nouveau à Bernard pour que chacun puisse donner son mot de conclusion à cette première webconférence. Alors, qui, messieurs, veut commencer ? Écoutez, moi je vais bien prendre la parole. D'abord, je m'associe à toi, Hervé, pour remercier Olivier Decaux et Cyril Touzeau. Moi, j'apprécie toujours ce genre d'explication en direct. Et puis, une satisfaction aussi quand je regardais, parce que moi, je bénéficie du compteur de participants, donc on était plus de 130 en ligne simultanément pour cette webcon. Donc, voilà, mes remerciements vont aussi aux tuteurs là, qui se succèdent chaque semaine et qui sont très mobilisés et très, très actifs. J'ai retenu aussi peut-être que ce soir, on pourra inviter lors d'une prochaine webcon Dominique Thierry plutôt qui est juriste en santé, puisqu'il y a quand même des questions assez pointues qui sont posées et pour lesquelles une intervention de ce type-là serait intéressante. Voilà. Écoutez, bonne soirée à tous. Voilà, Olivier. Je laisse la parole à Olivier et puis voilà. à Cyril pour clôturer ce temps d'échange. Non, moi je voulais vous remercier pour votre invitation parce que c'est toujours un plaisir de
de participer à cette webconférence maintenant depuis c'est la 6e édition, 6e fois, avec toujours le sentiment de ne pas avoir répondu à toutes les questions, mais parce qu'il y a beaucoup de questions. Et moi, j'aime bien conclure quand même en disant que chaque patient est unique et tout ce qu'on dit sur les modalités d'examen, modalités de suivi est adapté par votre médecin, par votre hématologue, à votre situation. Et donc voilà, la prise en charge d'un patient ne peut pas être comparée à celle d'un autre parce que chaque patient a une présentation différente. Il faut surtout pas comparer la taille du pic parce que chaque patient a un pic qui est différent, un myélome différent. Et donc nous médecins, notre travail c'est d'adapter au mieux la prise en charge. Et voilà, c'est un élément que j'aime bien dire parce que parfois on dit des généralités et ça, on voit bien passer certains patients qui disent j'ai pas eu tel examen. Ben, je crois que c'est notre boulot de médecin d'adapter au mieux la prise en charge. Et j'aime bien finir par ça, vous êtes unique et la prise en charge est unique aussi. Voilà, bonne soirée. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Je partage un peu la frustration d'Olivier sur finalement un temps qui s'écoule vite et beaucoup de questions auxquelles on peut répondre. Et je voulais aussi, c'est vrai qu'on vit une période un peu anxiogène, hein, on parle que du virus tout le temps. Moi en plus, comme je me vois à l'écran, je me suis rendu compte que je me suis touché 127 fois le visage pendant le MOOC et qu'il faut que je fasse gaffe parce que ça fait partie des mesures barrières. Donc, bon, je suis sûr qu'on va aller vers les plus beaux jours à venir, mais donc bon courage à tous et merci encore pour l'invitation. Alors, je crois qu'on va avancer un petit peu l'heure. Voilà, il est bientôt 20 heures. En tout cas, ces applaudissements vont vraiment à nos intervenants du soir et puis ils vont surtout à vous aussi qui faites preuve de beaucoup de courage, qui vous adaptez, comme le disait Olivier tout à l'heure. Et donc, un grand merci à tous. Rendez-vous sur le MOOC et à très bientôt. Bonne soirée.